La mondialité nous rappelle que le monde est fait d'écosystèmes, de forces, solitaires et ensemble, antagonistes et solidaires. Un entrelac de différences, aussi de divergences, qui s'organisent dans des nœuds d'équilibre renouvelés. Cet entrelac du vivant nous dit, comme chantait Hölderlin, « Viens dans l'ouvert, ami ». Il intègre sans cesse d'autres donnes, fréquente le désir d'inconnu, la présence d'un mystère, le goût d'une différence, l'alcool frais d'un écart, puis d'un autre encore, œuvre à des houles qui fluidifient en toi et tout autour de toi ce qui est mort, ce qui est fixe, ce qui n'est pas en train de naître par des voies insolites. Fais en sorte qu'aucune donnée du monde ne te paraisse hostile. Chaque donnée du monde complétera ta présence, l'étendra un peu plus, la gardera en vie. Accepte ainsi cet épanchement dans l'alchimie des distorsions qui viennent, qui partent ou qui reviennent, qui produisent des lots de différences, diversité labile en toi, pour toi, avec toi et tout autour de toi. Merci. Merci Isabelle. Alors, bien évidemment, je n'ai pas besoin de vous présenter Patrick Chamoiseau, mais je ne vais pas le faire. Mais s'il faut dire quand même deux mots pour démarrer cet échange, ou en tout cas pour ne pas le démarrer d'une manière à froid, d'une certaine façon, je reprendrai tout simplement les tiens, cher ami, pour te qualifier justement, pour dire, ou en disant, Patrick Chamoiseau, un guerrier de l'imaginaire. Je reprends ce mot-là qui me semble vraiment caractériser ce que fait Patrick Chamoiseau, c'est-à-dire que c'est une voix, c'est une conscience aiguë dans les temps troubles de ce monde qui est peut-être en train d'achever, je ne sais pas si le mot est juste, d'achever sa mondialité ou sa mondialisation en tout cas, mais je dirais d'une manière extrêmement paradoxale, c'est-à-dire qu'il est en train de devenir à la fois un tout-monde et en même temps il reste un semi-monde. On est dans cette espèce d'écart de cette manière-là, et je crois que les guerriers de l'imaginaire, que ce soit des gens comme toi ou des gens comme les revues qui ont organisé cette soirée, qui sont aussi des guerriers de l'imaginaire, eh ben, ils œuvrent d'une certaine façon dans cet écart, dans cette espèce de flou, quoi, entre un monde qui est en train de muter d'une manière très, très importante. Et la tienne d'œuvre, en tout cas, elle est jalonnée, enfin tout le monde le sait, je rappelle tout simplement quelques points comme ça, elle est jalonnée par un certain nombre, je dirais, d'actes à la fois poétiques et politiques en même temps, et qui ramassent ce que les éditeurs appellent une longue liste du même auteur. On retrouve ça dans tous les bouquins, du même auteur, et puis voilà, donc vous prenez n'importe quel livre, effectivement, vous allez avoir toute une liste, effectivement, qui décline l'œuvre de Patrick Chamoiseau, avec à la fois, bien évidemment, un prix prestigieux en littérature, mais aussi, je dirais, des coups de force, des coups de gueule, je dirais, en même temps, des coups de gueule, effectivement, des coups de gueule, y compris avec Glissant, par exemple, contre les murs, avec Glissant, sur une intraitable beauté du monde, etc., ou avec d'autres, autour de la question de la créolité, autour d'un certain nombre de questions comme ça. Et d'une certaine façon, je classerai Frères migrants, qui est à la fois un acte poétique et politique, effectivement, mais qui est aussi une espèce un petit peu de coup de force comme ça, de jaillissement qui arrive. Alors, justement, à propos de cet écho d'éclat, à propos de cet écho d'éclat qui se situe entre la matière de l'absence. La matière de l'absence, c'est un long souffle qui revisite l'histoire des Antilles, mais sur fond, je dirais, de ce qu'on pourrait appeler ton roman familial, d'un côté,
Et puis la réédition d'un thriller, J'ai toujours aimé la nuit, qui est ressorti dernièrement, une réédition qui parle de la Martinique, qui parle de l'âme de la Martinique, qui parle du sang de la Martinique, d'une certaine façon. Donc il se place entre ces deux frères migrants surgit comme un coup d'éclat dans un contexte qui présente l'un des plus importants symptômes de ce tout monde semi-monde en même temps, c'est-à-dire les mouvements migratoires d'aujourd'hui. Et d'une certaine façon, un petit peu les discours mi-figue, mi-raisin dont on nous rebat les oreilles en ce moment sur la crise du migrant. Là, tu arrives pour clamer ceci, je te cite: voici ce qu'il te faut considérer. Ils refoulent les migrants, car les migrants ne leur laissent pas le monde, les migrants le leur reprennent. Je trouve ça vraiment extraordinaire, personnellement. Et donc, pour refaire le lien avec Glissant, est-ce que ces migrants dessinent aujourd'hui ce nouveau lieu qu'il avait appelé une nouvelle région du monde? Oui. Merci à tous d'être là. Merci pour l'invitation. Puis merci à Abdelatif de faire cette conversation avec moi. Tu sais toute l'estime que je te porte et toute l'admiration pour son travail, ton travail sur l'interculturalité et les phénomènes relationnels dans la mise en relation de la diversité. Donc ce sont des questions très importantes et j'ai été très heureux de faire un petit tour d'horizon de toutes ces revues magnifiques qu'on aurait aimé pouvoir lire sans fin, sans cesse, qui sont tellement importantes et qui creusent un phénomène qui est un phénomène à la fois, et tu as raison, il y a une espèce d'évidence de la rencontre du divers et en même temps il y a un aveuglement sur cette rencontre. Et le travail que vous faites, le travail que font ces revues est absolument penser la diversité, penser cette alchimie anthropologique qui se produit depuis très très longtemps, et surtout penser cela autrement, prendre le temps d'en mesurer les conséquences et puis tracer des perspectives qui nous permettent et qui nous obligent d'une certaine manière à envisager une autre vision du fonctionnement du monde. Et c'est vrai que tout ce qu'on a appelé immigration, migration, sont des phénomènes comme ça qui ont toujours accompagné des besoins capitalistes ou des contextes un peu étroits. Mais ça a toujours été une dynamique absolument profonde. Et aujourd'hui, nous trouvons dans une situation où on a une mondialisation économique active, mais on a véritablement non seulement la rencontre d'individus qui, pour X raisons, sont forcés de partir, peut-être pas le plus souvent sur des injonctions ou sur des besoins industriels ou des besoins économiques, mais on a des individus qui sont obligés de partir sur le feu d'un certain nombre de difficultés, que ce soit la famine, la guerre, des conditions absolument terribles qui sont faites dans certains pays. Et puis on a cette autre dimension que j'explore et que je prends en compte profondément et qui est consubstantielle quand même de la conscience d'Homo sapiens, c'est que Homo sapiens a toujours été mobile. On ne comprendrait pas pourquoi sapiens depuis l'Afrique a pu se répandre sur la totalité des continents et des îles, traverser les océans, vaincre les déserts, aller aussi loin, aller aussi vite, aller de manière aussi massive, s'il n'y avait pas cette nécessité de dépasser l'horizon, d'interroger l'horizon, de le transporter, enfin bon, de projeter sur l'horizon un certain nombre de désirs de réalisation. Donc ce sont des questions qui sont fondamentales et toutes ces revues sont au cœur de la situation et au cœur d'une réalité qui a été la nôtre depuis très longtemps, puisque je viens des Antilles, d'une petite île de l'archipel des Antilles, la Martinique, qui est née dans la colonisation. C'est-à-dire que tous les peuples ataviques, tous les peuples anciens qui
qui existaient avant l'arrivée des colons ont été massacrés, génocidés, déstructurés. Et quelque chose, une alchimie anthropologique particulière, s'est constituée dans les plantations esclavagistes où on avait des survivants des Amérindiens, mais on a eu aussi, bien sûr, le débarquement armé des colons et tous ces migrants forcés, d'une certaine manière, cette déportation massive, colossale et massive qui va ouvrir quasiment la modernité du monde, que va être la traite des nègres. Des millions de personnes, entre 9 et 15 millions de personnes, vont être arrachées à l'Afrique et pour éclabousser la totalité de la Caraïbe et des Amériques. Donc là aussi, il y a à la fois les migrations qui sont toujours liées à des nécessités, il y a des migrations qui sont liées à peut-être à un imaginaire du monde, et puis il y a ces attentats contre l'humain, ces crimes contre l'humanité qui provoquent des déportations massives. Donc on voit bien qu'on est dans une réalité, un écosystème planétaire, et comme dans tous les écosystèmes planétaires, il n'y a pas de fixité. Aucun écosystème ne vit avec de la fixité, et aucun écosystème ne survit ou ne s'accomplit ou ne se réalise ou ne perdure sans un apport de données nouvelles, permanentes, etc. Ce qui fait que tout écosystème est transitoire. D'ailleurs, c'est pourquoi la planète va vivre, peut-être à cause de nous, certainement à cause de nous, une nouvelle jeunesse, c'est-à-dire des conditions climatiques et des équilibres différents avec des forces naturelles différentes qui vont peut-être mettre en danger l'espèce humaine et qui vont reconfigurer toute la biodiversité de la planète, mais ce sont des phénomènes qui sont liés aux écosystèmes et qu'on ne pourra jamais arrêter. Ce qui est sûr, c'est que tout ce qui est vivant est changeant. Tout ce qui est vivant se transforme. Tout ce qui est vivant appelle la différence, appelle l'extension, appelle la complexité, appelle l'agglutination, appelle l'hybridation, appelle la relation. Et ça, une fois qu'on a fréquenté cette idée-là, on peut mieux comprendre un peu ce qui se produit dans le monde contemporain. Donc tout le travail que tu fais, toute la réflexion que tu mènes est tellement essentielle pour nous, et elle nous permet nous-mêmes de nous penser dans les Amériques, de comprendre toutes les musiques les plus essentielles dans le monde contemporain. On ne pourrait pas comprendre le jazz ou la biguine ou le reggae ou je sais pas, toutes les musiques des jeunes si on n'incluait pas cette idée de rencontre des diversités. Donc voilà ce que j'aimerais dire en préalable. Mais ta question, c'était quoi? Je l'ai perdu. Du coup, je l'ai perdu. C'est pas grave, je vais te relancer autrement. Je vais te relancer autrement en restant dans cette idée un peu de l'écosystème, etc. Je pense comme plusieurs personnes aujourd'hui, j'ai lu aujourd'hui l'hommage qui a été rendu par Christian Taubira à James Baldwin dans Le Monde. Et là, ce propos, Baldwin des centres. Justement, en restant un petit peu dans cette idée préambule que tu viens de décliner sur, etc. Est-ce qu'il faut décentrer le monde bien sûr, moi je pense que dans l'écosystème, moi, j'aime bien la pensée écosystémique, parce que c'est vraiment une pensée de la complexité, de l'impermanence et de la relation. Et lorsqu'on entre dans la pensée systémique, ce qui est assez extraordinaire, c'est qu'on rejoint un peu l'animisme initial. Les pensées animistes étaient dans un rapport à la nature qui était complètement horizontal, c'est-à-dire tout était doué d'une âme, d'une présence, les arbres, le cours d'eau, les oiseaux, les animaux, enfin bon, c'était une participation mystique à la nature. Aujourd'hui, nous recherchons une participation à la nature, mais sur une base scientifique. Donc, mais c'est le même principe que ce principe-là. Et dans les écosystèmes, il n'y a pas de centre, il n'y a que de la relation. Et la relation, c'est en permanence des équilibres qui se produisent lorsque un certain nombre de forces différentes se rencontrent, se confrontent, s'affrontent, se reconnaissent et s'équilibrent. Dans le vivant, on a toutes les formes on a bien sûr une sorte de compétitivité, on a certainement de l'agressivité, on a des chocs parfois meurtriers, on a des dominations, on a aussi de la symbiose, de l'association, de la complémentarité, enfin on a de tout, quoi. Et l'écosystème s'équilibre comme ça. Ce qui fait que la pensée écosystémique
qui malheureusement est resté un peu très lié le rapport que nous avons avec la nature, mais on peut la reporter sur le fonctionnement des cultures, sur le fonctionnement des imaginaires, sur la dynamique contemporaine du monde, et elle se résume à ce que Glissant appelle la relation. Donc il n'y a pas de centre, il ne peut pas y avoir de centre. Il n'y a de centre que lorsqu'il y a un début de cristallisation figée et où on entre dans des processus de hiérarchisation ou de détermination un peu dominante. Mais si on est véritablement dans une perspective d'horizontale plénitude du vivant, il n'y a plus de centre, il n'y a que des éléments, un peu comme dans l'image du rhizome dont parlait Deleuze et qu'il distinguait de la racine unique qui absorbait. La racine unique, effectivement, elle est toujours dans un écosystème, mais elle a tendance véritablement à générer une puissance quasiment tutélaire et dominante, alors que le rhizome se répand et est beaucoup plus ouvert, fait à la fois de la profondeur, mais aussi fait de l'étendue. Ce qui est aussi ce qui est quelque chose qu'il nous faut quand même interroger, parce que j'étais dans mon jardin, moi j'adore jardiner, j'étais récemment dans mon jardin et je suis en train d'arracher plein de mauvaises herbes, et beaucoup de mauvaises herbes sont des rhizomes. C'est-à-dire que le rhizome, c'est aussi une manière de tuer. En proliférant comme ça, il y a une très très forte agressivité de toute existence vivante qui tend à se perpétuer. C'est ça le mot d'ordre du vivant. On se perpétue, on développe des stratégies comme ça de pérennisation qui peuvent étouffer les éléments les plus faibles. Donc il y a dans le rhizome n'est pas nécessairement, il est beaucoup plus intéressant que la racine unique, dans la mesure où le rhizome ressemble un peu à ce que nous vivons aujourd'hui, c'est-à-dire la multi-appartenance. Nous sommes entre plusieurs histoires, entre plusieurs langues, entre plusieurs territoires. Nous vivons une réalité mouvante et certaine. Nous ne sommes plus dans les absolus terribles. Donc c'est vrai que l'idée du rhizome est intéressante, mais on s'aperçoit que si l'idée de domination, si l'idée de verticalité, si l'idée de conquête reste, que l'on soit en racine unique ou que l'on soit en rhizome, la différence est la même. Donc c'est une affaire plus, quel est l'imaginaire de la racine, comment concevoir une racine qui ne tue pas, qui ne soit pas une racine unique ou qui ne soit pas un rhizome meurtrier, comment concevoir à la fois cet enracinement qui nous libère, comment concevoir cette densification de ce que l'on est dans une perspective où on reste sensible à ce que l'on rencontre, à ce qui nous change et à ce que la grande scène du monde met à notre disposition et nous force à considérer. Donc moi, la réponse, c'est l'idéal, c'est qu'il n'y ait pas de centre, qu'il y a une multitude de dynamiques ou de densités qui s'expriment. Par contre, un écosystème est vivant quand on a véritablement une capacité pour une existence vivante à atteindre un potentiel de plénitude, de développement, de connaissance pour rester dans les cultures humaines, et les cultures et les civilisations et les individus. Il est important pour nous aujourd'hui, dans cette situation écosystémique qui est celle du monde et celle des sociétés développées, où on a véritablement des sociétés multitransculturelles, et dans ces sociétés multitransculturelles, on n'a plus les communautés très fortes avec leurs absolus, avec leurs corsets symboliques qui organisaient des espèces de cosmopolitisme. On peut avoir cette illusion, mais la réalité est toujours une réalité relationnelle, et cette réalité relationnelle, elle est fondée sur le fait que la rencontre des cultures et des civilisations a libéré l'individu de l'équation faible qui lui était faite dans les sociétés archaïques, a libéré l'individu du corset symbolique communautaire et lui a donné une équation de réalisation extrêmement importante. Et cette équation de réalisation extrêmement importante est déterminante pour la vitalité de l'écosystème culturel ou civilisationnel. Il est important aujourd'hui que des politiques publiques, que des politiques culturelles, mais que la politique reprenne son sens de l'humain en s'occupant des individus. C'est en augmentant le degré de plénitude de connaissance et je dirais entre guillemets d'humanité au sens le plus large possible que nous allons retrouver ces solidarités qui vont réactiver un milieu qui est un milieu dans lequel nous avons du mal à vivre sans rétractabilité, c'est-à-dire le milieu du divers
le divers effraie, les grands vents de la relation nous donnent envie de nous enfermer dans notre langue, nous enfermer dans nos absolus, de retrouver le confort, les vieux conforts des absolus communautaires. C'est pourquoi tu parlais qu'on a à la fois un monde de relations et en même temps on a un monde régressif, un monde rétractile qui revient sur les absolus. Mais c'est justement parce que les grands souffles de la relation sont en train de nous affecter et de bousculer un imaginaire ancien, que partout on a l'impression que la frontière, que la racine, que la peau, que le Dieu, etc., reprend une vitalité, alors que cette vitalité est simplement une relation à un grand souffle inarrêtable, un grand souffle que nous devons essayer de comprendre. Alors ça ne veut pas dire que nous sommes dans une situation où il y aura un progrès nécessaire, où tout le monde va devenir gentil, tout le monde sera frère, etc., qu'on va aimer la diversité, on va aimer l'autre. Non, on est dans un processus, un peu comme dans la démocratie. La démocratie n'est pas un acquis. Et en ce qui concerne la plénitude que chacun doit obtenir dans cette confrontation, dans cet inconfort de la diversité, il faut véritablement rentrer dans des dispositifs de modification de l'imaginaire et nous habituer à vivre ces situations inconfortables. On ne peut pas préserver l'idée d'une diversité, on ne peut pas permettre à toute la diversité initiale, parce qu'au départ on a des absolus culturels, civilisationnels, cosmogoniques, linguistiques, religieux, qui rentrent dans une sorte d'alchimie absolument intense, et c'est vrai que cette alchimie crée chez nous un inconfort. Et c'est vrai qu'on a vite fait de chercher des essences, de chercher des essentialisations, de nous rassurer d'une certaine manière et de retrouver un peu le prêt-à-porter existentiel que donnaient les communautés. Donc vivre le divers et permettre le divers de nourrir une intelligence collective, de nourrir une perception du monde, de nourrir des sociétés extrêmement vivantes, c'est quelque chose qui passe par le respect porté à la plénitude portée à chacun. Donc ça, c'est très très difficile à vivre et tout le travail que vous faites, enfin tout le travail qui se fait dans ces revues est absolument extraordinaire parce qu'on a cette équation que nous n'avons pas encore résolue puisque nous avons le vieil imaginaire de la communauté. C'est la communauté qui donnait à chaque individu un prêt-à-porter existentiel, une sorte de réponse comme ça. Pourquoi il y a une réponse? C'est simplement parce que quand l'Homo sapiens a été d'une certaine manière frappé de cette aberration, j'appelle ça une aberration, qui est la conscience réflexive, c'est une des stratégies du vivant qui a été faite dans le processus d'hominisation, l'arme de l'Homo sapiens, enfin le mode de survie qui a été choisi pour cette manière d'exister, a été la conscience réflexive. Donc Sapiens prend conscience du monde, prend conscience de lui-même, il n'a pas de fixité au départ, il n'a pas de griffe, il n'a pas de truc, etc. Mais il doit simplement, avec un imaginaire particulier, trouver une adaptabilité permanente et rentrer dans une capacité d'adaptation permanente. Mais ce qui va se produire très rapidement, c'est que la conscience de Sapiens sera à la fois émerveillée par l'inconnaissable du vivant, l'inconnaissable du monde. Donc c'est tout ce qui va inspirer le sentiment du divin et du sacré. Mais cette terreur, le fait de ne pas pouvoir comprendre le soleil, le vent, les orages, la mer, la mort, etc., toute cette impossibilité de comprendre va créer chez Sapiens une créativité absolument extraordinaire qui vont donner les absolus des cultures, des civilisations, des systèmes symboliques, etc. Et à quoi ça va servir? Ça va simplement servir à protéger la conscience de Sapiens de ce grand vertige de l'impensable. Et c'est dans la confrontation au grand vertige de l'impensable que Sapiens s'est débrouillé pour mettre des rideaux, des paravents, des barrières, des systèmes de pensée, des pensées de système, des codes, enfin tout ce qui nous anime et qui nous a enfermés pendant longtemps dans ce qu'on a appelé des entités, des territoires, des frontières, etc., etc. Aujourd'hui, la conscience mondiale, la conscience artistique, la haute conscience, c'est celle qui devrait nous permettre de nous tenir debout en face de l'impensable sans tous les paravents, les voiles, les béquilles qui ont été produites par l'esprit humain. Et cette réalité-là, elle suppose aussi que nous nous débarrassions de ces absolus qui ne nous permettent pas de rencontrer la différence, de
de vivre l'altérité, de comprendre à quel point nous avons besoin pour exister, pour nous réaliser de l'autre, à quel point aucune langue ne peut vivre sans les autres, qu'une langue qui s'isole des autres meurt immédiatement. Nous avons du mal à comprendre que le principe même du divin, le sentiment du sacré a besoin des autres sentiments du divin et des autres sentiments du sacré. Sinon, ça devient quelque chose qui rompt avec le sacré et qui rompt avec le divin. Donc toute cette réalité-là que nous vivons aujourd'hui demande que nous changeons véritablement notre perception des choses et que nous comprenions qu'il est important, et c'est ça qui est le terme qui me paraît le mieux résumer la situation dans laquelle nous sommes, qui est le fait de la relation. C'est vrai qu'il n'y a pas de communauté archaïque qui n'ait été en relation avec la nature. Il y a toujours eu des modes de relation, à part un mode de relation mystique, une participation mystique à la nature, des codes culturels qui prévoyaient la rencontre avec les autres absolus culturels. Bon, on a toujours eu des systèmes relationnels. Mais nous n'avons pas encore cet imaginaire qui nous permettra véritablement de vivre dans une situation où la totalité du divers que nous pouvons imaginer ou que nous pouvons rencontrer soit emporté par un désir imaginant qui puisse nous permettre de nous construire et de construire des sociétés multitransculturelles, multitranslinguistiques, multitransreligieuses et qui nous permettent de retrouver cette vitalité de la créativité de Sapiens qui est celle d'une confrontation avec l'impensable. De quoi nous protège cette confrontation avec l'impensable? Elle nous protège des absolus. C'est-à-dire elle relativise toutes les essentialisations que nous avons tendance à mettre, tous ces paravents, tous ces absolus, ma langue, ma peau, mon identité, mon ceci, mon cela, qui généralement nous fixent et nous raidit. Tout cela nous permet l'idée de l'impensable nous permet de relativiser les choses et d'avancer dans un lieu qui est très créatif. Deleuze disait que la page blanche de l'écrivain, elle avait ce paradoxe. On a l'impression que la page blanche de l'écrivain est vide. Elle est blanche, mais elle n'est pas vide. Au contraire, elle est pleine. Et c'est ça le problème. Notre imaginaire, lorsque nous rencontrons l'autre, lorsque nous rencontrons le migrant, notre imaginaire est déjà encombré. Il est encombré de fixité, il est encombré d'absolu, il est encombré de certitude, il est encombré d'ego, il est encombré d'un tas de choses. Et toute la difficulté du créateur devant sa page blanche, c'est de vider la page. Et toute la difficulté que nous avons précipitée aujourd'hui dans la mise en relation du monde, c'est de vider la page aussi, de vivre d'avoir cette disponibilité face à l'incertain, à l'imprévisible, à la rencontre qui vous change sans pour autant vous dénaturer. Pourquoi ça ne peut pas vous dénaturer? Parce que le changement rentre au principe de ce que nous sommes et ce que sont nos sociétés. Voilà un petit peu tous les éléments qui me paraissent des éléments de base, quoi. Oui, effectivement, dans Frères migrants, en tout cas, je veux dire, la scénographie qui pose le tout entre celle qui écrit et celle qui filme, et puis ça démarre sur les lucioles et sur la question effectivement de l'imaginaire. Pardon, excusez-moi. Oui, non, mais je disais le Frères migrants, il y a une scénographie introductive qui d'une certaine façon pose chamoiseau entre ce qu'il appelle celle qui écrit et celle qui filme, entre deux personnages effectivement dont tu pourras dire éventuellement que c'est envie, mais qui démarre effectivement à partir de là sur les lucioles, c'est-à-dire sur la question de l'imaginaire comme étant le terrain essentiel d'une certaine façon sur lequel il faudrait d'une certaine façon un petit peu, enfin en tout cas sur lequel un guerrier de l'imaginaire porte le combat. Donc ça c'est une des dimensions, je crois, qui est aujourd'hui à la fois extrêmement importante et peut-être la plus difficile à entendre quelque part, je ne sais pas, mais il me semble que c'est effectivement une des dimensions la plus difficile à entendre. Comment sur cette question, comment d'une certaine façon transformer nos imaginaires d'aujourd'hui pour sortir de ce décalage entre penser les réalités d'aujourd'hui avec une pensée d'hier ou avec un imaginaire d'hier. C'est ce qui est en train de se passer. Assez souvent, c'est un petit peu comme ça, sur le plan politique, sur le plan institutionnel, etc. On répond à des questions, on répond au monde qui s'expose
aujourd'hui, avec effectivement une manière de le penser qui est celle plutôt d'hier que celle d'aujourd'hui. Donc il y a cette dimension d'imaginaire qui est extrêmement forte, et tu l'as déjà dit, évoqué, etc., mais qui me semble quand même quelque chose d'important aujourd'hui sur lequel insister, parce que c'est aussi un peu le travail d'un certain nombre de revues, quelle que soit leur approche, etc., c'est d'ouvrir ces portes-là d'une autre manière, et ça passe par effectivement le fait de dire qu'il faut penser les choses autrement, c'est-à-dire il faut penser le monde avec une autre grammaire d'une certaine façon. La grammaire d'hier n'est plus d'une certaine façon efficiente aujourd'hui pour véritablement être en cohérence avec le monde tel qu'il existe, tout simplement, quelle que soit la manière dont on peut expliquer la façon dont il existe aujourd'hui, etc. Donc ça me semble une dimension très très importante sur laquelle finalement, d'une certaine façon, parce que c'est quelque chose que tu partages avec Glissant depuis longtemps sur cette dimension de l'imaginaire, finalement, comment tu la poses, toi, par rapport à la réalité, parce que l'imaginaire peut prêter à ambiguïté, peut prêter à des interprétations complètement aberrantes d'une certaine façon. C'est-à-dire comment, dans cette question de la réalité telle que se pose, telle que tu la poses, et je dirais même comment, par exemple, ce que tu appelles le relique de l'histoire, la traite des humains, l'esclavage, une forme de la colonisation, etc., qui sont en train de ressurgir, de revenir, de se remettre en place. C'est ce qui se passe, qu'on a dénoncé dernièrement au niveau de la Libye, mais il n'y a pas que la Libye, à mon avis. Il y a d'autres systèmes, effectivement, toutes ces horribles choses qui sont en train de se passer, le fait même tout simplement qu'on laisse des gens mourir dans la Méditerranée, qui reprend un petit peu la question du gouffre, tel que Glissant l'avait théorisé. Donc, comment sur des réalités qui sont dures, qui sont aujourd'hui quasiment, effectivement, quelque part impensables, quoi. Comment ça peut arriver aujourd'hui, et comment, à partir de là, effectivement, ce travail sur l'imaginaire, c'est peut-être ça, quelque chose de cet ordre-là qui manque, Oui, moi je pense que Sapiens vit essentiellement dans son imaginaire. C'est-à-dire que Sapiens a toujours développé, une fois qu'il a eu le choc de l'impensable et que sa conscience s'est trouvée écartelée entre la terreur face à l'impensable et puis le sentiment du divin, du sacré, cette espèce d'émerveillement du vivre et ce qui fait d'être en vie, la conscience d'être en vie, en rapport avec la terreur de vivre. On a toujours en nous ce fond d'angoisse et puis ce fond d'émerveillement. Sapiens, au lieu d'affronter ce réel, il a rapidement construit une petite bulle. C'est-à-dire que chaque communauté, on peut considérer les communautés archaïques, les cultures et les civilisations comme des bulles symboliques. Les clans, les tribus sont toujours des bulles, c'est-à-dire des systèmes qui expliquent le monde, qui nous expliquent la mort, qui déploient des rituels, qui nous donnent un prêt-à-porter existentiel, qui nous disent comment vivre, comment nous habiller, etc. Donc Sapiens vit dans... Donc chaque culture, c'est une bulle, et puis quand les bulles se rencontraient comme elles fondaient des absolus, ça a fait que l'histoire de l'humanité est essentiellement une histoire de bataille, de guerre et de conflit. Mais Sapiens vit essentiellement dans son imaginaire. Il y a toujours eu cette espèce de biais, de médiation qui a été mise entre Sapiens et le réel qui du coup reste impensable. D'ailleurs, je pense aujourd'hui, et c'est à mon avis l'esthétique contemporaine la plus avancée, faire sauter la bulle, c'est-à-dire vivre sans bulle, et quand on est sans bulle, on reconnaît l'imprévisible, l'incertain, l'impensable, l'inatteignable du réel, et l'autre, c'est pas seulement l'étranger, c'était il y a quelques décennies, celui qui n'a pas la même langue, qui n'a pas la même couleur de peau, ce sont des choses qui sont encore actives, mais qui, à mon avis, sont archaïques. L'autre fondamental reste l'impensable, c'est-à-dire c'est en dehors de la pensée, cette capacité que nous devons trouver à demeurer encore humain, à désirer encore, à agir encore, à espérer encore, en face d'une réalité que nous ne comprendrons jamais et que nous ne pourrons jamais transcender, ni dominer, ni expliquer comme on a tenté de le faire auparavant. Donc ce qui fait que chaque fois qu'on a une attitude particulière qui surgit,
on a toujours, je dirais, une sorte de raidissement d'une conception du monde, d'une conception de soi dans le monde, d'une conception de ce qui nous fait nous lever, agir. C'est ça l'imaginaire, c'est ce qui nous fait agir, nous lever, qui déclenche des désirs, qui détermine notre conception du vrai, du juste, du beau. Enfin bon, c'est vraiment ce qui est en soubassement. Ce qui fait que lorsqu'on voit que des milliers de personnes meurent pendant tant d'années au pied de pratiquement une des plus grandes puissances, de grandes civilisations, et que ça recommence, et que ça continue, et que ça s'amplifie, que des choses moyenâgeuses, que des barbaries qu'on pensait derrière nous sont en train de ressurgir, mais on se dit, mais il y a un dessèchement de cet imaginaire. C'est-à-dire que c'est comme si, entre ces morts, toutes ces personnes, elles ont brusquement perdu leur humanité. Elles ont brusquement, avec nous, une espèce de distance. Quand on dit migrants, on dirait qu'on parle d'autre chose. Peut-être, je ne sais pas si on parle de sable, d'algues, on ne sait pas de quoi on parle. On dit migrants et ça devient un autre ordre de réalité qui fonctionne en dehors de nous. Et qui fonctionne en dehors de tout ce que nous avons pu élaborer dans toutes les cultures et les civilisations concernant l'humanisme, concernant le rapport à l'autre, concernant le respect de la vie, enfin bon, tout ce qu'on peut appeler une éthique naturelle ou une décence commune. Et ça, c'est effrayant. Ce qui fait que quand je vois un phénomène comme celui-là, bon, bien sûr, il y a une urgence humanitaire, il faut aller les sauver. SOS Méditerranée et beaucoup de gens font un travail absolument extraordinaire. Il y a une urgence politique, c'est-à-dire que l'ordre juridique du monde doit être transformé, il faut qu'on puisse définir un nouveau code de l'hospitalité mondiale. Ça, c'est absolument important. Et si on définit un nouveau code de l'hospitalité mondiale, on est obligé d'interroger la force dominante glorieuse actuelle, qui est la force néolibérale. Donc on voit bien qu'il y a un travail politique global à mener, mais il y a aussi une poétique. Et c'est avec la poétique que la question de l'imaginaire se pose. C'est-à-dire que les imaginaires sont transformés, non pas de manière rationnelle, méthodique, même si aujourd'hui nous avons intégré la connaissance scientifique comme un des moteurs de la transformation de notre imaginaire, c'est-à-dire notre rapport global à l'existant. Nous avons aussi la connaissance philosophique. Toutes les sciences humaines sont absolument importantes, mais il y a une part d'obscur. Comme il y a un mystère et qu'il y a un impensable, il y a bien sûr les systèmes symboliques qui nous aident aussi à structurer notre imaginaire. Le problème, c'est que les systèmes symboliques étaient liés à des communautés qui organisaient des visions un peu pas closes, parce qu'aucune communauté n'a une vision close, mais des équilibres comme ça, des densifications posées sur elles-mêmes et qui avaient tendance à fonctionner sur elles-mêmes. Aujourd'hui, nous avons moins besoin de systèmes symboliques, ou alors d'un système symbolique qui ne soit pas relié à de religieux, mais d'un système symbolique qui soit relié à une connaissance artistique du monde. Et la modification la plus radicale qu'on puisse opérer dans l'imaginaire d'un individu ou dans un imaginaire collectif vient des stimulations artistiques. Il y a une connaissance artistique. La stimulation artistique, elle provient d'un surgissement de la beauté. Et quand on voit le progrès, enfin, dans toutes les communautés archaïques, toutes les splendeurs qu'on peut générer en termes de forme, en termes d'usage, en termes de comportement, en termes de rituels, toutes les cultures et les civilisations, c'est qu'on a toujours eu des surgissements de beauté, une interprétation des couleurs, un rapport au monde un peu modifié qui a créé une esthétique. L'esthétique, après un surgissement de beauté, l'esthétique, c'est un ensemble de règles communes qui s'installent dans l'esprit de ceux qui sont dans l'entourage du surgissement de beauté et qui créent un comportement d'une époque. Chaque époque a sa manière de voir, chaque époque a sa décence qui s'installe, qui est presque naturelle. Et là, il nous faut un nouveau surgissement de beauté. Et c'est pourquoi je pense que, en plus du travail humanitaire, du travail politique, du travail militant, il faut que les artistes, que les poètes, que les danseurs, que les comédiens, que des gens comme Isabelle, que les musiciens comprennent que cette question migratoire qui n'est pas simplement un fait divers, c'est véritablement une situation monde, parce que c'est un lieu où finalement des forces, les dynamiques les plus centrales, les plus pertinentes, les plus déterminantes du monde sont en jeu dans la question des migrants. Il faut que tous les artistes du monde puissent aussi considérer ce phénomène migratoire et apporter
je dirais, dans cette espèce d'obscurcissement effrayant, d'apporter quelques lucioles, quelques lumières, quelques surgissements de beauté, qui ne sont pas des recettes, qui ne sont pas des mots d'ordre, qui ne sont pas des leçons, qui ne sont pas des systèmes de pensée, qui sont des images, qui sont des impulsions, qui sont des indignations, qui sont des émotions. Et c'est là que l'imaginaire se nourrit. L'imaginaire se nourrit de tressaillements, de sensibilités nouvelles, je dirais, d'une sorte d'intransigeance sur la décence. Et cette intransigeance-là, il faut qu'on la retrouve. Ne pas s'embarrasser de pragmatisme économique, machin, territorial, géopolitique. On s'en fout. Il faut dans un premier temps, et c'est ça, en cela que le poétique précède le politique. On a des hommes politiques qui disposent d'un imaginaire parce que d'une manière ou d'une autre, ils ont été confrontés à une connaissance artistique du monde qui a déterminé leur zone de sensibilité et qui a fait d'eux ce qu'ils sont. Donc il y a une exigence absolument fondamentale que les artistes viennent renforcer et accompagner tout le reste du travail qu'il faut faire face à cette barbarie qui aujourd'hui ressurgit. Et tu insistes aussi sur le fait de la nécessité d'une politique de l'hospitalité. Ah oui, ça c'est la grande question. Alors bien sûr, dans l'acception commune, on appelle hospitalité ce qui vient de on est chez soi et puis c'est dans la sphère intime, on est hospitalier, on reçoit. Et l'accueil serait plus une politique. Mais moi, dans ma sensibilité, parce que je pense qu'il ne faut pas craindre d'avoir des arbitraires sensibles, moi je pense que l'accueil, c'est ce que font les individus. J'ai une amie, Jeanne, celle qui écrit, est écrivain. D'ailleurs, il faut dire que j'ai organisé Frères Migrants entre deux personnes, un écrivain et une cinéaste. La littérature n'est plus un art majeur. L'art majeur contemporain, c'est le cinéma. Et il y a une puissance narrative dans le cinéma, puisque l'esprit humain, l'imaginaire humain est encore très déterminé par le récit. Pour modifier l'esprit de quelqu'un, c'est pourquoi une bonne partie de l'éducation passe par quand on veut former un enfant, on lui raconte des histoires. Notre esprit est resté... Toutes les communautés archaïques se racontent des histoires. Une cosmogonie, c'est une histoire. Un mythe fondateur, c'est une histoire. L'histoire nationale, c'est une histoire. Ce que raconte l'Académie française, c'est un récit. On est déterminé par les récits. Ce qui fait que cette faculté de raconter, qui a porté la littérature, qui a porté les chansons de gestes, toute l'oralité en plus qui a porté le roman, cette capacité à raconter des histoires et à rentrer dans la réalité d'un individu qui vit l'incertain, l'imprévisible et qui se transforme comme ça dans la rencontre avec le réel, a un achèvement, une puissance, je dirais une efficience qui est terrible avec le cinéma. C'est pourquoi beaucoup de gens aujourd'hui, tous les cinéastes qui ont approché le phénomène des migrants, ou même la question des immigrants, des étrangers, il suffit qu'ils plongent dans la masse indistincte pour réduire par des histoires de vie, des regards, des sourires, des rires, retrouver l'humanité qui avait disparu avec la distance. C'est ça qui est paradoxal. On voit tous les migrants, on entend les nouvelles, mais on dit encore quelques mots en Méditerranée, encore ceci, mais tout ça reste une espèce... On est comme sidéré par cette réalité qui, du coup, n'est pas humaine. Et quand les cinéastes vont plonger là-dedans et qu'on vont commencer à nous faire des récits de vie, la plupart des documentaires que j'ai vus, ils commencent par donner des visages, par donner des voix, par donner des regards, par donner des... Et c'est là que l'humanité nous revient, ils nous racontent ces histoires-là, et ils nous disent, en fait, tous ces flux migratoires, c'est une infinité d'histoires humaines. Ce sont des récits de vie, ce sont des vies qui essayent de faire ce que toute vie fait aujourd'hui, ce que nous faisons. Et la littérature a perdu cette puissance-là, elle n'a pas cette puissance par rapport au cinéma, ce qui fait que le récit en littérature est moins déterminant et que la connaissance littéraire passe véritablement par d'autres moyens qui sont plus des moyens de saisie du réel. Et dans Frères Migrants, véritablement, en plus des gens d'action, en plus des cinéastes et en plus de ceux de cette fille qui écrit, j'ai voulu véritablement retrouver un peu de cette essence poétique des choses. Une matière langagière
qui est utilisable par des comédiens. Je remercie Isabelle Frileux de l'incarner, parce que ce que les gens ne comprennent pas, c'est que c'est une matière langagière, c'est-à-dire que c'est un organisme sensible qui s'applique à une réalité humaine et qui essaye, par des modalités qui ne sont pas les modalités de la photo, qui ne sont pas les modalités du plasticien, qui ne sont pas les modalités du cinéma, mais qui s'appliquent à reconstituer les liens que nous avons perdus avec ceux qui meurent. Et en reconstituant ces liens que nous avons perdus, à retrouver non seulement cette indignation, mais cette envie de faire autrement et cette envie de retrouver l'idée de l'inacceptable et d'une certaine manière de revivifier tous les dessèchements de notre imaginaire. Et ça se fait par le langage. Je lisais une critique sur Frères Migrants, il disait « Ouais, mais Chamoiseau, il se paye de mots. » C'est-à-dire, il se paye un peu de mots, il y a un tas de mots, etc. Elle a raison. Mais ce qu'elle ne comprend pas, c'est que dans la connaissance artistique, qui est la connaissance littéraire, qui est une connaissance langagière, il y a une matière. C'est-à-dire que les mots ne rentrent pas dans des processus de communication, de transmission. C'est pas un tract, c'est pas un test d'explication, c'est autre chose, c'est un organisme sensible. Et les organismes sensibles, ils sont pas au service de la grammaire, de la sobriété de la phrase, de l'absence de répétition, de la virgule bien placée, etc. On s'en fout de ces choses-là. Il faut véritablement des vibrations dans la langue qui puissent véritablement toucher les structures de l'imaginaire et commencer à modifier la perception que nous en avons. Moi, je suis très heureux que vous puissiez entendre ce qu'en fait Isabelle Frileux, qui véritablement ne fait pas simplement une lecture, mais qui est sa manière de combattre aussi, de retrouver le lien perdu avec ceux qui meurent en Méditerranée et d'incarner un renouveau de la vision que nous pouvons avoir et du monde et de ces migrants. Alors, l'accueil, pour moi, c'est ce que font spontanément un peu tous ceux qui se portent au-devant des migrants, qui portent du café, qui les aident, les passeurs qui se font condamner. Ils retrouvent cette vieille attitude humaine de reconnaître le prochain. Dans l'accueil, il y a une extension de soi. On reconnaît en l'autre un frère, on reconnaît un territoire vital qui va au-delà de notre seul pays. On s'élargit dans l'accueil. Et ça, c'est dans la nature humaine. Donc, c'est une spontanéité. En revanche, derrière, quand l'accueil doit s'installer, quand il doit s'organiser, quand ceux qui viennent en masse, dans des détresses extrêmes, avec des disparités de toute nature, il faut organiser dans le temps, dans l'espace, dans la vie sociale et politique et culturelle, il faut organiser les choses. Et pour moi, ça s'appelle l'hospitalité. Et là, c'est une politique. Donc l'accueil serait l'affaire des individus et l'hospitalité serait l'affaire des États, des nations, etc. Et cette politique mondiale de l'hospitalité, il faut la mettre en œuvre, à commencer par les nations. Je pense que si une loi obligeait toutes les communes de France, tous les maires de France à réunir ses habitants, avant même qu'un problème de migration se pose, à réunir les habitants, bien comprendre que les phénomènes migratoires vont être multidimensionnels dans les temps qui viennent, qu'il suffise d'un accident nucléaire quelque part en France pour que vous ayez des vagues d'évacuation et que vous ayez des migrants transnationaux. Bon, c'est vrai que c'est moins effrayant, mais enfin, il y aura quand même des déversements migratoires liés au climat, liés à des accidents, enfin bon, toute espèce de choses. De toute manière, à un moment donné, on rencontrera ces mouvements de population. Donc chaque commune de France devrait réunir, avant même que le problème ne se pose, il ne s'agit pas d'envoyer un quart de personnes en disant, bon, on vous a affecté 50 personnes, débrouillez-vous avec tous les conflits que ça pose. Non, il faut réunir les gens, lui disent, voilà, compte tenu du flux relationnel du monde, des grands défis que nous avons à vaincre, à la fois les défis de misère, de précarité, d'instabilité du monde, etc., etc., nous serons confrontés à un moment donné par l'arrivée de gens qui ne sont pas d'ici. Comment voyez-vous cette hospitalité? Que faire? Sur quelle base? Est-ce qu'il nous faut créer une maison de l'hospitalité? Qu'est-ce que nous pouvons faire? On y réfléchit ensemble et on détermine une charte de l'hospitalité commune après commune. Chaque commune dit son degré
je dirais, son degré de générosité ou son degré d'ouverture au monde, peu importe, mais c'est penser et organiser avant même que le problème se... Alors si la France était une constellation de chartes d'hospitalité, on aurait sauvé bien des vies et évité bien des détresses. Bien. Un dernier mot, mais peut-être un petit peu plus brièvement, justement, pour permettre à Isabelle, par la suite, peut-être de le rendre plus vivant et plus sensible. Frères migrants se clôt sur une fabuleuse déclaration des poètes, assez extraordinaire, et en même temps, c'est un clin d'œil, je crois, ou un écho à une vieille déclaration, justement pour faire des liens, une vieille déclaration des chasseurs. Juste 2 mots là-dessus, et puis après on demandera à Isabelle si elle veut bien effectivement de rendre justement cette déclaration des poètes plus... Oui, c'est-à-dire que c'est au Mali, presque au XIIe siècle, on a une caste de chasseurs, mais les chasseurs, ils sont... il y a une mystique de la chasse. Donc c'est une caste avec à la fois du côté prosaïque, il faut capturer il faut ramener de la manger pour la communauté, et en même temps il y a une forme de participation mystique horizontale à la nature, il y a de l'animisme, donc il y a une vision du monde qui est ouverte. Et cette vision du monde, très rapidement, confrontée au phénomène de l'esclavagisme, peut-être aux atrocités qui devaient se faire entre différents royaumes, ils vont faire une espèce de pré-déclaration des lois de l'homme en déclarant « les chasseurs déclarent, toute vie est une vie ». Et moi, j'ai toujours trouvé ça très, très précieux qu'un groupe qui n'est pas un groupe, ce ne sont pas des rois, ce ne sont pas des empereurs, ce sont simplement des chasseurs qui posent une déclaration dans la matière du monde. Et aujourd'hui, il y a une telle mise à l'écart, non seulement de la culture, des artistes, on les met un peu comme un ornement. La culture, c'est l'ornement. La chose sérieuse, c'est l'économique, c'est ceci, c'est cela. Et puis après, on sort se distraire, on va au théâtre, on va dans des expositions, on achète des tableaux, etc. On lit des livres qui sont primés, on est content, on est dans la culture. Donc ça rentre dans une espèce d'ornement du prosaïque. Alors que, il me semble que le poétique est le plus important. Le poétique humain, l'amitié, la solidarité et surtout la créativité, le rapport à l'autre, les fusions, l'émotion, le sentiment de la décence, tout ça qui fait le poétique, qui n'est pas lié à la survie, à la nécessité, qui n'est pas lié au prosaïque, ça devrait être au centre de la politique. Et pourtant, ça a été évacué. Donc j'ai trouvé très intéressant et d'une certaine manière presque très révolutionnaire de donner la parole aux poètes. Alors oui, dans cette nuit, sur ce radeau, dessous cet horizon glacé, au cœur des abris frissonnants, des camps et des bivouacs, détruits à chaque instant, recommencés toujours, en Europe, mais aussi en Asie, en Afrique, en terre des Caraïbes et des autres Amériques, dans les géographies insoupçonnées du vent, en étincelles de sel, en étincelles de ciel, des poètes et de grands êtres humains se disent sensibles aux voyages qui n'aboutissent jamais, aux errances qui parviennent et aux nuits qui éclairent les rives d'un autre monde. Les poètes déclarent ni orpheline, ni sans effet, aucune douleur n'a de frontières. Les poètes déclarent que dans l'infini de l'univers se tient l'énigme de notre monde, que dans cette énigme se tient le mystère du vivant, que dans ce mystère palpite la poésie des hommes. Pas un ne saurait se voir dépossédé de l'autre. Les poètes déclarent
que l'accomplissement mutuel de l'univers, de la planète, du vivant et des hommes ne peut s'envisager que dans une horizontale plénitude du vivant, cette manière d'être au monde par laquelle l'humanité cesse d'être une menace pour elle-même et pour ce qui existe. Les poètes déclarent que par le règne de la puissance actuelle, sous le fer de cette gloire, ont surgi les défis qui menacent notre existence sur cette planète, que, dès lors, tout ce qu'il existe de sensible, de vivant ou d'humain en dessous de notre ciel a le droit, le devoir de s'en écarter et de concourir d'une manière très humaine ou d'une autre encore bien plus humaine à sa disparition. Les poètes déclarent qu'aller, venir et dévirer de par les rives du monde sont un droit poétique, c'est-à-dire une décence qui s'élève de tous les droits connus visant à protéger le plus précieux de nos humanités. Qu'aller, venir et dévirer sont un hommage offert à ceux vers qui l'on va, à ceux chez qui l'on passe, et que c'est une célébration de l'histoire humaine que d'honorer la terre entière de ses élans et de ses rêves. Chacun peut décider de vivre cette célébration. Chacun peut se voir un jour acculé à la vivre ou bien à la revivre, et chacun, dans sa force d'agir, sa puissance d'exister, se doit d'en prendre le plus grand soin. Les poètes déclarent qu'en la matière des migrations individuelles, collectives, transpays, transnations et transmondes, aucune pénalisation ne saurait être infligée à quiconque et pour quoi que ce soit, et qu'aucun délit de solidarité ne saurait décemment exister. Les poètes déclarent que le racisme, la xénophobie, l'homophobie, l'indifférence à l'autre qui vient, qui passe, qui souffre et qui appelle sont des indécences qui, dans l'histoire des hommes, n'ont ouvert la voie qu'aux exterminations. Et donc, que ne pas accueillir, même pour de bonnes raisons, celui qui vient, qui passe, qui souffre et qui appelle, est un acte criminel. Les poètes déclarent qu'une politique de sécurité qui laisse mourir et qui suspend des libertés individuelles au nom de l'ordre public contrevient au principe de sûreté que seul peut garantir l'exercice inaliénable, indivisible des droits fondamentaux. Les poètes déclarent qu'aucun réfugié, chercheur d'asile, migrant sous une nécessité, éjecté volontaire, aucun déplacé poétique ne saurait apparaître dans un lieu de ce monde sans qu'il n'ait non pas un visage, mais tous les visages, non pas un cœur, mais tous les cœurs, non pas une âme, mais toutes les âmes. Qu'il relève dès lors de l'histoire profonde de toutes nos histoires, qu'il incarne dès lors l'histoire de nos histoires et devient par ce fait même un symbole absolu de l'humaine dignité. Les poètes déclarent que, quelles que soient les circonstances, un enfant ne saurait naître en dehors de l'enfance. Que l'enfance est le sel de la terre, le sol de notre sol, le sang de tous les sangs. Que l'enfance est donc partout chez elle, comme la respiration du vent, le salubre de l'orage, le fécond de la foudre.
prioritaire en tout, plénière d'emblée et citoyenne d'office. Les poètes déclarent que la Méditerranée entière est désormais le lieu d'un hommage à ceux qui y sont morts, qu'elle soutient de l'assise de ses rives une arche célébrante, ouverte au vent et ouverte aux plus infimes lumières, épelant pour tous les lettres du mot accueil. Dans toutes les langues, dans tous les chants, et que ce mot constitue uniment l'éthique du vivre monde. Les poètes déclarent que les frontières ne signalent qu'une partition de rythme et de saveur, qui n'oppose pas, mais qui accorde, qui ne sépare que pour relier, qui ne distingue que pour rallier, et que dès lors, aucun cerbère, aucun passeur n'y trouvera à sévir, aucun désir n'y trouvera à souffrir. Les poètes déclarent que toute nation est nation-relation, souveraine mais solidaire, offerte aux soins de tous et responsable de tous sur le tapis de ses frontières. Frères migrants, qui le monde vivait, qui le vivait bien avant nous, frères de nulle part, ô frères déchus, déshabillés, retenus et détenus, partout. Les poètes déclarent en votre nom que le vouloir commun contre les forces brutes se nourrira des infimes impulsions, que l'effort est en chacun dans l'ordinaire du quotidien, que le combat de chacun est le combat de tous, que le bonheur de tous clignote dans l'effort et la grâce de chacun, jusqu'à nous dessiner un monde où ce qui verse et se déverse par-dessus les frontières se transforme là même, de part et d'autre des murs et de toutes les barrières, en 100 fois, 100 millions de lucioles. Une seule pour maintenir l'espoir à la portée de tous, les autres pour garantir l'ampleur de cette beauté contre les forces contraires. Frères migrants de Monsieur Patrick Chamoiseau. Merci Isabelle. Le temps nous presse malheureusement pour avoir qu'un tout petit moment d'échange. Donc si vous avez envie d'interpeller, de questionner, de dialoguer avec Chamoiseau, mais relativement vite, allons-y. Bonsoir, merci infiniment pour ce moment de plaisir, d'émotion, de fraternité, ce mot bien oublié maintenant. Je commencerai par 2 citations si vous le permettez. La première est de Rilke. Nous naissons tous quelque part provisoirement. Ce n'est qu'après que nous recomposons en nous le lieu de notre origine pour y naître chaque jour plus définitivement. La deuxième est de quelqu'un qui vous est très proche, c'est d'Aimé Césaire. J'habite des ancêtres imaginaires. Alors au moment précisément où cette demande de racine, où cette demande d'origine oublie tout ça, oublie précisément que c'est une recomposition, c'est un travail de l'imaginaire, est-ce qu'on ne peut pas imaginer un chemin politique? Vous avez évoqué un chemin poétique, mais est-ce qu'on ne peut pas imaginer un chemin politique qui ne soit pas seulement celui des politiques locales d'hospitalité que vous avez décrites, mais qui soit aussi des politiques plus larges, plus communes, précisément
pour aller vers ce dépassement des frontières, ce dépassement des racines, ce dépassement de l'origine? Ou alors est-ce qu'on est contraint à admettre simplement avec Jean-François Bayard que la mondialisation, c'est pour les riches et le nationalisme et l'identité, c'est pour les pauvres? Oui, c'est toute la question du rapport entre le poétique et le politique. Moi, je ne suis pas politicien. Je suis un politique au sens où je m'intéresse aux phénomènes déterminants qui agissent sur notre vie, nos sociétés, et qui agissent sur le monde. Donc, je suis un politique, sans pour autant que mon écriture soit une écriture engagée. Je ne suis pas un spécialiste des migrations. Je me suis saisi de la question migratoire parce que ça me permettait d'essayer de désencombrer notre regard, de rompre avec la proximité, la distance qui s'est installée dans nos imaginaires, et d'essayer d'imaginer, de dessiner la perspective d'un monde qui ne serait pas un monde de mondialisation économique, mais qui serait un monde de mondialité où le poétique humain, c'est-à-dire tout ce qui fait l'amitié, la solidarité, la rencontre, la joie, l'affection, la proximité, la créativité de l'être humain, tout cela redevient au centre d'une organisation du monde. Alors bien sûr, bon, ce n'est pas mon rôle de trouver les voies, mais il me semble que si nous parvenons à redonner à ce poétique-là une place centrale, il y a des imaginations, il y a des gens qui vont être touchés, il y a des jeunes qui vont plus tard être déterminants dans la société et qui vont entrer dans l'organisation d'une politique nouvelle. Mais ça nous permet aussi de regarder différemment l'organisation actuelle du monde pour bien voir les insuffisances. Il est sûr que le niveau de l'État-nation est insuffisant. D'abord, le système néolibéral a invalidé d'une certaine manière l'État-nation. Donc il a déconstruit toutes les protections, toutes les organisations et toute la puissance de l'État-nation. L'État-nation n'est plus déterminant. Aucun État national ne peut envisager une politique économique qui soit distincte des grands mouvements néolibéraux du monde. Et c'est ça la grande misère. Donc le niveau de l'État-nation n'est pas envisageable. Il reste à redéfinir ce niveau-là. Il nous reste à reconstituer un État fort, parce que nous avons besoin d'un État fort, parce qu'il y a de grands défis à relever, et aussi que les politiques culturelles, que les politiques de soins portées à l'individu, que les protections de tout ce qui est fondamental en ce qui concerne l'humain soient véritablement affirmées par des politiques publiques, mais nous avons besoin de systèmes de régulation à l'échelle mondiale. Mais pour imaginer ces systèmes de régulation, il faut bien une poétique, il faut bien un certain nombre une éthique, une décence, un sens de la beauté. Alors, l'exemple le plus extraordinaire que je connaisse, c'est celui de Mireille Delmas-Marty, qui est un grand juriste, une femme juriste internationale. Vous savez que les juristes ne rigolent pas, hein. Bon, c'est pas des gens, pas des poètes. Hein. Donc c'est une grande juriste internationale qui s'intéresse comme ça à toutes les grandes chartes et tous les grands traités internationaux qui organisent la vie internationale. Et ce qui est extraordinaire, je vous conseille de rechercher ses livres, c'est qu'elle va prendre la poétique d'Édouard Glissant, la poétique de la relation, l'idée de la mondialité, et à partir de ça, elle va dire, c'est à partir de cela qu'il me faut penser un nouvel ordre juridique international. Et elle fait ce travail où une juriste pure et dure, prosaïque et sévère, va s'alimenter aux sources d'une poétique, de ce que dit un poète, pour essayer de penser le monde autrement. Donc c'est bien la preuve que, d'une certaine manière, si le poétique ne précède pas toujours le politique a besoin de cette source de jouvence que représente toujours une poétique. J'ai une question, mais qui prolonge votre réflexion sur la capacité du poète de nous faire réfléchir. Je pense en particulier à une image de chez nous. Quand je dis de chez nous, moi et Abdellatif, nous venons de la région de Marrakech et nous avons une tradition berbère très connue. Lorsque il y a sécheresse, eh bien, il y a migration.
Et pour imaginer cela pour les Berbères de notre région, ils s'imaginent qu'ils sont des cigognes. Et ils traversent les frontières pour venir manger là où il y a de quoi manger. Et l'imagination créatrice d'un écrivain que vous connaissez, qui vient de nous quitter récemment le 4 juin 2017 à Marrakech, je veux parler de Juan Goutisolo, s'est saisi de cette image qu'il a entendue chez les Berbères de notre région de Marrakech pour imaginer comment le rideau qui tombe en Europe doit s'inspirer de ces écosystèmes du monde qui sont le monde des animaux, c'est la migration. Et l'Europe aujourd'hui, dit-il, prépare son nid, mais il le salit. Et comme vous êtes chamoiseau, vous avez de l'oiseau dans votre nom, si vous pouvez commenter cette cigogne qui nous unit. Il n'y a pas que l'oiseau, il y a du chat, il y a du chamois. J'ai assez souffert à l'école avec tout ce qu'on faisait avec mon nom. Je connais tous les animaux par cœur. Non, moi je pense que vous avez raison. Hein. Pour moi, c'est un peu schématique. Hein. Il y a le prosaïque et il y a le poétique. Prosaïque, c'est le vivre, le manger, la sécurité, le boire. Bon. Et puis le prosaïque, c'est tout ce qui fait la décence de vivre, enfin, la beauté de vivre, la créativité. Alors s'il y a la sécheresse, c'est-à-dire la sécheresse du poétique, le prosaïque monte, sécurité, manger, protection, autoritarisme. Et qu'est-ce qui règne? C'est le cerveau reptilien. Et le cerveau reptilien, mais c'est lui qui laisse mourir les gens dans la Méditerranée. C'est le cerveau reptilien qui fait les trucs sécuritaires, etc. C'est ça. Donc cette sécheresse, c'est une sécheresse du poétique. Donc ce qu'il nous faut, c'est que toujours considérer les grands phénomènes et surtout les situations mondes avec le poétique en se disant il y a une connaissance poétique. Et c'est pourquoi j'invite tous les responsables de revues, je ne sais pas si ça se fait, je n'ai pas tout lu malheureusement, mais mettez des poèmes dans vos revues. Tous les sujets, demandez à des poètes, demandez à des musiciens, voilà, on traite ce sujet-là, mais donnez-nous un poème, donnez-nous une partition, donnez-nous quelque chose. Parce que c'est aussi important, et c'est ça, c'est une forme je dirais, d'ondée bienfaisante. Quelque chose qui ne relève pas du pur rationnel, de la connaissance scientifique qui est nécessaire, ni de l'organisation symbolique, mais qui relève véritablement d'une vitalisation de la dimension poétique des existences. Alors, moi, je suis prise par l'émotion, et ce que je vais vous dire, c'est le cœur très, très battant. J'aurais une proposition à faire, à vous faire, à nous tous. On vient d'entendre cette déclaration des poètes, cette déclaration poétique, et j'ai très envie, et je ne sais pas si ça trouve un écho chez les assistants ici ce soir, de me dire que nous nous disions qu'on pourrait peut-être en faire un acte militant très répandu de cette déclaration. C'est-à-dire, on pourrait la lire avant des spectacles, on pourrait la lire, la déclamer dans des lycées, dans des universités, on pourrait s'en servir comme un acte militant poétique un peu partout sur le territoire national et à l'international pour prolonger cette émotion qui nous a saisis ce soir et qui peut saisir tous ceux qui vont l'entendre. Alors, pas forcément dit aussi merveilleusement que ça a été fait là, mais je pense qu'il y a des êtres qui peuvent la porter, qui peuvent s'y incarner, qui peuvent la transmettre, qui peuvent la répandre. Et est-ce que ça ne serait pas une de ces lucioles qui nous ferait comme ça flamber dans cette obscurité? Bien sûr. Moi, Frères migrants, ça a été écrit pour ça. Hein. Toutes les demandes que j'ai reçues de mise en scène, de lecture, je les accorde, et toutes les reproductions d'extraits sont, pour moi, c'est fait pour que les artistes s'en emparent, que tout le monde s'en empare et qu'on fonctionne avec. Et si ça pouvait se faire, et c'est vrai que
il y a beaucoup d'écoles où on ouvre les séances. On peut envisager des lectures dans les écoles maternelles, dans les lycées, dans les collèges, une journée des migrants, enfin, je ne sais pas ce qu'on peut imaginer, mais qu'on ait cette perception poétique, cette exigence poétique, simplement, sans qui ne s'embarrasse pas de considérations pragmatiques ou autres, mais qui pose des choses qui sont de l'ordre de la décence. Ça, ce serait précieux. Alors, si vous pouvez en faire quelque chose, vous avez mon accord le plus reconnaissant et le plus fraternel. Merci, merci Patrick. Je vous propose tout simplement, parce que le temps nous est compté malheureusement, de continuer éventuellement à dialoguer avec Patrick Chamoiseau, mais autour de ses livres, pour ceux qui veulent, voilà, qui voudraient ou qui souhaiteraient une signature. Il y a un certain nombre d'ouvrages de Patrick Chamoiseau sur la table. Merci beaucoup.